too. I love her. She gives me everything, and tenderly the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Ces hordes de photographes, ces foules de curieux qui se pressent, et ce depuis déjà très longtemps, autour de cette jeune femme, la plus célèbre du monde peut-être, Lady Di, la princesse Diana, ont en cette fin d'année une signification particulière. En effet, selon la loi britannique, il y a maintenant 2 ans que le prince Charles et la princesse Diana sont séparés. Ils peuvent donc, l'un comme l'autre, pétitionner, comme on dit, pour le divorce. On est à un tournant. La pétition n'a pas encore eu lieu. Pourquoi ? Pourquoi Lady Di retient-elle autant l'attention du monde entier? Pourquoi à Versailles, un ancien président de la République française, entouré de tout le beau monde parisien, politique, aristocrate, bourgeois et autres, se pressait autour de cette jeune femme? Parce qu'elle est au centre d'un drame qui agite la monarchie britannique. L'histoire de la monarchie britannique a toujours été une contradiction permanente entre l'incarnation de l'ordre moral, de la vertu, et des affaires de cœur, pour ne pas dire plus, qui ont toujours scandalisé mais passionné les foules. Les Plantagenets, le duc de Windsor, Margaret et son lieutenant d'aviation Townsend, et plus tard le photographe Tony Armstrong-Jones, il y a toujours eu une atmosphère de soufre, de scandale, de mœurs troublées et troublantes autour de ceux qui sont censés incarner effectivement l'ordre et la vertu. Et Lady Di est aujourd'hui au centre de ces affaires, au centre de cette question fondamentale, mais elle-même pose toutes sortes de questions. Et les images qui vont suivre vont peut-être nous permettre d'y répondre. Qui est-elle? D'où vient-elle? Qu'attendait-elle de sa vie? Et qu'est-ce que la Grande-Bretagne attendait d'elle? L'honorable Diana Frances Spencer naquit le 1er juillet 61 à Park House, un beau manoir tout proche du domaine royal de Sandringham. Son père, le vicomte Johnny Alsop, appartenait à l'une des plus vieilles et des plus riches familles d'Angleterre. Sa mère, Lady Frances, était la fille du 4e baron de Fermoy, un intime du roi George VI. C'étaient des aristocrates au sang bleu, plus nobles encore que les ducs et les rois. Diana vécut ses premières années dans un climat de rêve avec ses sœurs, Jane, l'aînée, Sarah, la cadette, et son frère Charles, le petit dernier. Il y avait un grand parc, un charroux, des lapins, des renards et des chevaux. Quelquefois, on entendait les trompes de chasse et les meutes royales de Sandringham. Les petits princes visitaient les demoiselles de Park House, on s'amusait beaucoup et les embruns de la mer du Nord caressaient les rires des enfants. Ce paradis n'est qu'un jardin fragile. En 67, la famille éclate. Lady Frances s'installe à Londres. Elle va bientôt épouser un ancien officier de marine. Quant au vicomte, il courtise la comtesse reine de Dartmouth, fille unique de Barbara Cartland, la romancière la plus excentrique du royaume. Jane et Sarah sont en pension. Diana et Charles restent à Park House et servent d'otages à toutes les querelles. Ils ont des gouvernantes cruelles, des voyages déchirants et des retrouvailles sans joie. À 7 ans, Diana entre à l'école de Sealfield. Elle fréquente ensuite les collèges de l'aristocratie britannique. Elle sera une étrange élève, avec un sourire d'ange plaqué sur un cœur triste. Elle rêve plus qu'elle n'apprend, mais elle a l'esprit de compétition, la passion de la danse et l'obsession des romans d'amour. My years at Westheath were certainly very happy ones indeed. I made many friends who I often see, and in spite of what Miss Rudge and my other teachers may have thought at the time, I did actually learn something. They would never have known by my O-level results. En 75, le grand-père de Diana disparaît, transmettant à son fils son titre. Johnny,
devient 8e comte de Spencer et ses filles des ladies. La famille quitte Park House pour le château d'Alsop, berceau de la lignée, immense bâtisse plantée depuis le XVIe siècle sur des milliers d'hectares. Diana se perd dans les salles hautaines où les portraits d'ancêtres la regardent fixement. Qui l'arrachera à ce musée? Elle n'a que 14 ans, mais ses rêves ont la force des enfances déchirées. 2 années passent, et puis un jour à Alsop, les Spencer participent à une chasse royale. Diana, trop jeune encore pour courir avec les équipages, rencontre Charles d'Angleterre au détour d'une allée. Il pleut, elle porte des bottes et l'anorak de sa sœur, elle ose à peine le regarder. Encore moins penser qu'il est celui qu'elle attend. Mais les espoirs des enfants timides sont indestructibles et un sourire suffit à leur marquer le cœur. Charles n'a pas subi le même choc. Il est né le 14 novembre 1947 à Buckingham, dans la nurserie du palais. C'était aux heures claires d'un royaume intact. Sa mère, Élisabeth, se confondait avec la couronne. Sa certitude d'appartenir à un monde intangible lui permettait des tendresses infinies, joyeuses et naturelles. Elle crut que des berceaux si doux feraient de Charles un prince parfait. Elle se trompait. L'enfant réagissait mal aux obligations du système et décourageait tous ses éducateurs. En fait, il craignait les foules et les fastes. Le peuple l'effrayait. Son royaume à lui était ailleurs, là où rien ne pouvait l'atteindre. La naissance de ses frères, Andrew et William, accrurent encore sa réserve. Ils ne partageaient pas les jeux de leur enfance. Plus tard, il fut un écolier distrait, plus doué pour la nature que pour les cahiers et les livres. C'est sans enthousiasme qu'il coiffa la couronne de Galles. L'autre, la vraie, celle du royaume, était si loin. Sa vie serait-elle un défilé sans gloire d'apparitions futiles? Cette idée l'obsédait. Il se réfugia dans ses habitudes et devint à 30 ans un rêveur sans espoir. Il se console en accumulant des conquêtes et des projets qu'il n'accomplira jamais. Sa meilleure amie, Camilla Parker Bowles, l'épouse d'un officier de la garde, est la confidente de toutes ses nostalgies. Diana, qui a échoué à tous ses examens, part en Suisse pour 6 mois. Ses rêves et le souvenir de sa rencontre n'améliorent pas ses performances scolaires. Terminer les études. Elle rentre à Londres, décide de se mettre au travail et s'installe chez sa mère. Au début, elle fait des ménages chez sa sœur ou la babysitter chez des amis. Étrange emploi pour une lady. Diana ne s'en plaint pas. Très vite, elle devient puéricultrice au kindergarten de l'église Saint-Savon. Elle habite Colohan Court, un appartement de 4 pièces qu'elle partage avec 2 amis. C'est le temps du rire, de la danse et des promesses d'amour. Au même moment, le prince Charles est en proie à un double chagrin. Côté famille, son oncle bien-aimé, l'ancien vice-roi des Indes, Mountbatten, a été assassiné par l'IRA. Côté cœur, sa dernière conquête, Anna Wallace, fille d'un milliardaire écossais, vient de le quitter. C'est seulement en juillet 80 que Diana ose s'approcher de son prince lors d'une partie de polo. Après la chevauchée, Charles se retire à l'écart et s'assied sur une meule de foin. Diana lui dit « Comme vous avez l'air triste, ce n'est pas bien, vous êtes trop seul. Il faudrait quelqu'un pour veiller sur vous. » Charles hoche la tête sans répondre. L'idée d'un mariage avec cette grande blonde éclaire ses ombres secrètes. À peine commencée, la romance déchaîne les chasseurs d'images. Le Sunday Mirror annonce que Miss Spencer, surnommée la Lady Timide, a passé une soirée à bord du train royal. Diana vit tous ces romans d'autrefois.
We thought it was going to be announced on his 32nd birthday, but there wasn't, and he told reporters yesterday that it may be coming soon. Have you any comment to make about that? Maybe done. No comment all round. Did you have a good weekend, though? Work now. Can you tell me if there's any possibility? I'm not going to say anything, please. Right, but Prince Charles did give us a hint himself. He said we wouldn't have to wait too long. Careful. He said we wouldn't have to wait too long. Was he completely off theme? Was he? Sorry. Was he completely off theme when he said we wouldn't have to wait too long? No. Quand Charles part en voyage officiel pour les Indes, Diana fait des aveux en demi-teinte. Oui, dit-elle aux journalistes, j'ai très envie de me marier. À Buckingham, la reine et le duc d'Édimbourg s'interrogent. Élisabeth II se demande si Diana aura la tête assez forte pour porter la couronne. Mais l'essentiel, c'est la succession. Or, il y a des années que Charles refuse le mariage. S'il accepte Lady Spencer, on ne peut que l'encourager. 6 février 81, le jour tombe sur Windsor. Le prince fait sa demande en mariage dans la nurserie, la seule pièce vraiment chaleureuse du château. Diana a tellement attendu cet instant qu'elle est prise de fou rire. « Soyez sérieuse, dit Charles, vous serez reine. »« Oui, monseigneur, dit Diana, mais si je vous épouse, c'est parce que je vous aime, je vous aime, je vous aime. »« Moi aussi je vous aime, répond Charles, pour autant que ce mot signifie quelque chose. » Le 24 février, à 11 h du matin, la reine proclame les fiançailles officielles. Yes, it has, but I think anyone in the position we've been in would feel pressure and everything. It's been worthwhile, a bit of it. Dans le cœur de Diana, l'angoisse le dispute au bonheur. Saura-t-elle faire face aux obligations qui l'attendent? Elle se confie à Grace de Monaco lors d'un récital de poèmes à l'Albert Hall. La princesse la réconforte dans les coulisses. « Courage, lui dit-elle. Vous verrez, c'est un métier comme un autre. » Quelques jours plus tard, la reine décide que la fiancée de son fils doit vivre au palais. Diana passe sa dernière soirée à Colohan Court avec ses amis du temps de l'insouciance. « Profitez-en, my lady », lui dit son garde du corps. « C'est votre dernier jour de liberté. » Il ne croyait pas si bien dire. Naturellement, pour la jeune Diana Spencer, ce mariage est un événement considérable. Mais pas seulement pour elle, pour le monde entier, pour les Britanniques. Les mariages royaux en Grande-Bretagne, c'est une affaire extraordinaire. Ça mobilise la presse, la télévision. Les premiers grands jours de la télévision en France ont été marqués par le couronnement de la reine Elisabeth. C'est un moment très fort pour les Anglais, pour le peuple anglais, c'est bien plus important en fait qu'une guerre des Malouines, que 5 tournois des 5 nations gagnés consécutivement par l'équipe d'Angleterre, ou même que le long règne au gouvernement, bien sûr, de Margaret Thatcher. C'est l'événement le plus important. Et la presse s'y prête avec une complaisance extraordinaire. Tout est fait pour que le roman d'amour, le conte de fées, le soit réellement. La presse a eu beau, même pendant les fiançailles, comprendre qu'après tout, il y avait peut-être eu quelques histoires dans la vie de cette jeune fille auparavant, de même dans celle de Charles. On écrase, on fait le silence. Il y a une conspiration du silence afin que tout se passe bien et que ce rêve devienne une réalité. Il est vrai que c'est aussi la réalité d'une ambition satisfaite.
Diana a voulu être princesse. Elle a dit à l'une de ses amies, lorsqu'elle était beaucoup plus jeune, « Au fond, ce qui m'intéresserait, c'est d'être ou danseuse ou princesse de Galles. » C'est pas venu par hasard. La famille Spencer a fait pendant toute sa vie, toute son histoire, des manœuvres d'encerclement de la famille royale. Tout ceci est monté, non pas combiné, non pas fabriqué, mais il y a une ascension sociale derrière tout cela, et il y a à la fois une ambition et un rêve, et peut-être, pour Diana, une histoire d'amour, même si elle sait, dès le départ, que ça ne va pas être facile, ni simple, et qu'elle a senti et vu déjà des pièges, et peut-être des mensonges. Le 29 juillet 81, 6 carrosses centenaires convergent vers la cathédrale Saint-Paul. Le spectacle retransmis dans 70 pays rassemble 750 millions de téléspectateurs. Londres est paralysée depuis 3 jours. C'est vraiment le mariage du siècle. Pendant 3 heures, les ors et les pourpres d'antan régneront sur la marche du temps. Pourtant, la fête annonce déjà des horizons ambigus. Charles lui-même affiche une sorte de rictus. Seule Diana est radieuse. Jamais elle n'a été si belle. Jamais elle n'a été si vraie. Elle vient d'avoir 20 ans, mais dans son cœur émerveillé, elle est encore la petite fille de Park House, l'enfant perdu qui croit que l'amour peut guérir les blessures du passé. Charles semble heureux devant tous les maîtres du monde. Et là, tout à coup, une émotion inconnue, formidable, lui donne envie de l'embrasser. Est-ce l'amour ou l'intensité de l'instant? On ne le saura jamais. Leur lune de miel sera courte et difficile. À bord du Britannia, chaque minute est comptée. La nuit, les jeunes époux épuisés ne pensent plus qu'à dormir. Bientôt, elle attend un bébé. Et sa maternité future multiplie ses angoisses. Les crises de boulimie et d'anorexie s'accumulent à Balmoral, où lui se sent si bien et elle si mal. On redoute son suicide. Pourtant, elle tient bon. C'est une battante soutenue par une éducation sans faille. Quoi qu'il arrive, dit-elle, je paraîtrai toujours la plus heureuse des femmes. Les foules perçoivent-elles son dilemme masqué? En tout cas, son premier voyage officiel au Pays de Galles lui vaut un triomphe. Elle frémit de peur et personne ne s'en aperçoit. Au départ, elle reste près de son mari et calque son attitude sur la sienne. Elle craint par-dessus tout de le gêner. Mais l'élan populaire la rassure. Très vite, elle va trouver son style. Une manière inimitable d'accueillir les émotions des autres et d'accorder à chacun un sourire qui comprend tout. Les médias se concentrent sur elle. On la compare à Jackie Kennedy. C'est une star. Et on oublie le prince Charles. Il ne lui pardonnera jamais. Pourtant, Diana ne fait que son métier. Sans avoir reçu aucun conseil, aucun encouragement de la famille royale. Son personnage, elle l'invente devant nous. Au Japon, son rire en fait une déesse qui apporte à l'Asie des surprises d'Occident.
Elle devient une héroïne nationale, le contrepoint joyeux de la cour impériale. Sa route est semée de bouquets attendris et son amour pour Charles danse dans tous les cœurs. Son image s'impose dans le monde entier. Les filles imitent sa coiffure, son style et sa démarche. Diana tremble devant son miroir. Elle a toujours été obsédée par son apparence. Toujours trop grosse ou trop maigre à son gré. Et maintenant, il y a tant de rêves et tant d'espérances à l'affût de ses gestes. Comment donner tout ce qu'on lui demande? Comment répondre à cet appel immense? En 85, aux États-Unis, Charles la précède encore, mais c'est elle qui attire les bravos. Son mari n'est plus qu'un figurant dont personne ne songe à serrer la main. Leur popularité est telle que même au fond du Tennessee, on se fait photographier entre leurs images de carton. Mise à prix, $5 le cliché. Un bal offert par le président Reagan à la Maison-Blanche sera l'apogée du voyage. C'est la plus belle réception de l'année. 7 ans plus tôt, Diana, la timide Diana, l'inconnue, attendait sous la pluie un autographe de Baryshnikov. Aujourd'hui, tout Hollywood se presse pour la voir. Charles porte un toast en son honneur, discours mécanique, hommage de parade. Diana ne l'écoute plus. Elle entre dans la ronde des grands au bras de Travolta et la voilà qui danse l'avenir, la vie et la jeunesse. Son beau prince est ailleurs, loin de tout, repris par ses fantasmes obscurs et ses rêves impossibles de roi sans couronne. Petit à petit, elle devient l'ambassadrice officielle de la mode britannique à l'étranger. Elle est si belle, disent les couturiers, qu'elle pourrait s'habiller dans un sac. En fait, elle commence par porter des robes de demoiselle, curieux mélange de froufrou et de jupes romantiques. Sa fameuse coiffure reine d'Écosse est copiée dans le monde entier. Plus tard, elle adaptera davantage son style à ses fonctions. Tailleur simple et strict, qui colle à sa ligne impeccable, ensemble léger, couleur claire et tissu très classique. Ses robes s'allongent et son look s'affine à l'extrême. Charles ne lui parle presque plus. Elle le suit comme une poupée fantôme qui aurait de vraies larmes. Pour le soir, elle aime l'étincelle discrète d'un effet contenu. Le blanc, les perles et la dentelle. On lui reproche bientôt de trop dépenser en parure. « Vous avez tort, dit-elle. J'enrichis la couture anglaise. » Elle a raison, disent les industriels. Elle est notre affiche vivante, le top modèle de la couronne. À Paris, pourtant, elle fera exception. Pour la première fois, elle porte du Chanel. Elle sera l'idole des filles de cette année-là. Paris succombe à son charme. C'est Michel Rocard qui accueille le couple à Orly. Mais est-ce encore un couple? Diana n'y croit plus. Elle est peuplée de solitude et d'espoir évanoui. Dans l'après-midi, Charles se rend à l'Élysée pour un entretien de 45 minutes avec le président. « Curieux bonhomme », dira François Mitterrand. « J'ai découvert un prince de gauche. » Au début de son mariage, Diana portait les couleurs des pays du voyage. Au Japon, par exemple, c'était le rouge et le blanc de l'Empire du Soleil. On croyait à sa joie. Ce n'était qu'un jeu de lumière orchestré par les ombres. Ensuite,
Elle eut une folie des chapeaux. Ce fut un défilé de coiffures étonnantes, un vrai feuilleton de mode pour la presse britannique qui traquait son visage sous les masques de soie. Plus tard encore, dans les pays arabes, son cœur battit très fort au rythme des fantasias. Charles ne l'aimait plus. Elle eut une poussée de révolte et afficha des rouges violents qui défiaient la tradition. C'est à Hong Kong qu'apparut vraiment la fêlure. Diana accumulait les extravagances, ses parures devinrent le catalogue de son chagrin. Il suffisait de le feuilleter pour suivre la chute de son amour et la fin sans espoir du merveilleux roman. La naissance de leur premier enfant donne lieu enfin à un semblant de réconciliation. Charles annonce que c'est un garçon. Il est pétri d'idées sur l'éducation du petit prince. Et elle se rapproche de lui, elle dont le don essentiel est d'avoir toujours su faire preuve de talent dans l'éducation des petits. What's your reaction? What do you think? Have you had any children? I've got 2 and 1 on the way. Marvellous. What was your reaction? Fantastic. And I was there both times. Exactly that. Were you expecting a boy? Can you tell us now? No, I mean, it doesn't matter what it was, as long as it was all right. And it was. That's Everybody the great seems thing. to be so happy for you. Well, thank you very much. I couldn't be more delighted. Very well, thank you. Marvellous. Excellent. Diana comprend mal l'éloignement de Charles. Ne lui a-t-elle pas donné 2 enfants, William et Harry? Pour la couronne, c'est la preuve qu'elle a respecté son contrat. Mais pour elle, c'est la consolation suprême. Ses 2 fils lui rendent la vie. Elle a pour eux toutes les tendresses, elle les protège et les défend. De son côté, Charles lui donne des conseils qui l'agacent prodigieusement. La prochaine fois, dit Diana, c'est lui qui accouchera. Moi, je resterai dans mon fauteuil. Quand William et Harry entrent dans l'école de Wetherby, tout près du palais de Kensington, Diana oublie le calendrier officiel. Aucune obligation ne l'empêchera d'aller les chercher à l'école ou de partager leurs jeux comme la maman d'un foyer ordinaire. Sa passion maternelle est le premier antidote de ses amours déçus. Elle participe à la course des mères organisée chaque année par l'école. L'espace d'un instant, elle redevient la petite fille de Park House, celle qui courait vers l'avenir, les promesses et la liberté. La blonde sirène des vents du Nord, l'enfant qui croyait aux fées. La présence de William et d'Harry ressoude le couple pour quelques mois. Et puis les querelles reprennent. Diana s'efforce d'épargner à ses fils ce refrain qu'elle connaît trop bien. Elle y réussit quelquefois et les enfants commencent à comprendre. En Espagne, chez le roi Juan Carlos, ils s'accrochent à leur mère comme des lionceaux qui se rient du danger. Diana refuse l'éducation royale qui figerait ses fils dans les moules de la tradition. Elle proclame qu'elle ne sera pas une mère de parade.
on ne la prend pas au sérieux. Elle riposte en emmenant William visiter l'Australie. C'est contre les usages. Mais la reine elle-même s'incline devant le succès du voyage. Good morning, Princess Diane, Prince Charles. Does Prince William have a favourite toy? Jamie, he loves his koala bear he's got. But he hasn't got anything particular. He just likes something with a bit of noise. Plastic whale which throws things out the top. He got a plastic whale that throws things out the top, little balls. En 86, le prince Andrew, deuxième fils de la reine, épouse Sarah Ferguson. Cette rousse dynamique est la fille de l'entraîneur de polo de Charles. Elle devient la meilleure amie, la seule vraie confidente de Diana, celle qui fait rire quand on voudrait pleurer. Mais le destin n'aime pas les plaisanteries des autres et il prépare ses mauvaises surprises en silence. Ce qui est passionnant dans le couple Charles-Diana, c'est qu'ils se rendent assez vite compte à quel point il y a des contradictions. Les contrastes sont fantastiques, énormes. Mais d'habitude, ça se passe dans un couple et puis le cercle d'amis. Là, le monde entier est témoin et spectateur de cette séparation, déjà, cette distance qu'il y aura entre les deux êtres. Elle est jeune, elle est moderne, elle se veut libre, elle devient une véritable star, photogénique, télégénique. Elle se fait d'ailleurs toute seule. Autrefois, les stars comme Marlène Dietrich ou Garbeau avaient besoin de Pygmalion, des metteurs en scène qui les façonnaient, qui les fabriquaient littéralement. Elle s'est faite toute seule. Elle a choisi cette coupe de cheveux, imitée dans le monde entier. Les vêtements qu'elle choisit, ses escarpins, ses longues jambes, toute cette allure extraordinaire, font d'elle une femme adorée, adulée, respectée, d'autant plus qu'elle fait bien le métier et qu'elle montre son amour pour les enfants et qu'elle sait faire tous les gestes que doit faire une princesse de Galles. De son côté, lui, il est un peu distant, il aime la solitude, il a été très longtemps célibataire, il aime aussi l'écologie, il aime la musique classique quand elle préfère le rock. Il n'y a pas grand-chose de commun entre eux et en plus, il y a peut-être une jalousie de sa part car elle est devenue plus importante, plus célèbre, plus aimée que lui. Et les couples de stars, en général, supportent mal cette sorte de rivalité non dite. Enfin, lorsqu'elle fait les scènes que nous apprendrons plus tard qu'elle lui fait, parce qu'il s'en va, parce qu'il y a une maîtresse, on va l'apprendre dans quelques temps, et les amis bavardent, nous sommes dans une société ouverte où tout se dit, tout se sait, lorsqu'elle fait des scènes extraordinaires, elle s'écroule dans les escaliers, elle a manqué 5 fois de se suicider, elle brandit un couteau lorsque Charles s'en va, il la regarde avec cet air qu'ont tous les hommes britanniques qui ont été élevés dans des collèges pour garçons et qui regardent à la fois dans l'ignorance, l'horreur, la peur, l'indifférence peut-être vis-à-vis de la femme et qui se posent la fameuse question de Freud, mais à la fin, que veulent les femmes? Que veut Lady Di? Elle veut tout à la fois, elle veut être libre, mais elle veut aussi demeurer la princesse. Et c'est bien la grande contradiction et le grand conflit qui désormais va entamer la vie du couple. Dès le début de leur mariage, Diana découvrit que Charles vivait dans un carcan d'habitudes et de traditions. Mais il en parlait avec humour et elle crut qu'elle pourrait lui ouvrir l'esprit. C'était une erreur. Le prince aimait sa prison dorée et préférait les conseils des anciens à ceux de la jeunesse. Très vite, le silence s'installa dans le couple. On ne s'en aperçut pas. Charles et Diana jouaient trop bien leur rôle. Et puis l'histoire était si belle. Pourquoi la détruire? Personne ne voulait d'un ménage banal. Pas plus que d'une danse sur un volcan éteint. Leurs valses illusoires éclairaient les cœurs tristes. C'était bien. On n'éteint pas la lumière dans la nuit. Ladies and gentlemen, the last time I was here was 2 years ago, in 1981, shortly before we were married. And at that time, everybody was saying, good luck and
I hope everything goes well and how lucky you are to be engaged to such a lovely lady. And my goodness, I was lucky enough to marry her. And we had many messages. It's amazing what ladies do when your back's turned. Charles était né vieux, trop vieux pour rajeunir. Il ne riait aux gags de Diana que pour les caméras. Dans leur intimité, sa gaieté se fanait. D'ailleurs, il s'éloignait de plus en plus. Son refuge, c'était Balmoral, un château sévère et glacé qui défie les brumes d'Écosse. Il y faisait de longues promenades solitaires. Se rappelait-il de sa lune de miel et du temps où sa femme enfant croyait encore aux promesses d'un décor romantique? Sans doute pas. Il avait d'autres regrets et d'autres rêves. En 1987, la presse britannique s'interroge. Charles a passé 6 semaines en Écosse et Diana n'a pas quitté Londres. On sait qu'elle déteste Balmoral et qu'elle doit s'occuper des enfants, mais pourquoi le prince reste-t-il si longtemps et si loin de sa femme? Le monde commence à se poser des questions. Il faudra un drame pour rapprocher le couple. Il se produit en Suisse, pendant les sports d'hiver. Une avalanche s'abat sur le groupe de Charles, blesse son écuyer et emporte son meilleur ami, le Major Hugh Lindsay. Le prince se sent coupable, il sombre dans le chagrin. Diana ne le lâche pas, elle règle tous les problèmes et oublie pour un temps le mur qui les sépare. L'éclaircie sera brève. Charles retourne à son ancienne maîtresse Camilla Parker Bowles. Diana décide d'affronter sa rivale et surgit dans une soirée où on ne l'attendait pas. Ce sera une confrontation violente entre les deux femmes. Diana repart soulagée, la colère la guérit de sa jalousie. C'est le calme avant la tempête. Une sorte de pacte résigné permet au couple d'interpréter en virtuose la comédie du bonheur. Quand Charles se casse le bras au polo, Diana accourt à l'hôpital et joue les épouses inquiètes. Les caméras enregistrent les sourires attendris et les réparties d'un roman photo qui n'existe pas. On croit le couple réuni pour de nouvelles retrouvailles. C'est vrai qu'ils montent dans la même voiture, mais ils s'arrêtent un peu plus loin et chacun part de son côté. How are you, sir? Diana compense sa faillite privée par une formidable ascension publique. La chaleur des bravos la console. 1000 visages lui témoignent cet amour dont elle a tant besoin. On sent qu'elle répond à l'appel des cœurs et qu'elle sait tendre la main aux oubliés. Elle ressemble à la reine quand elle avait 20 ans. C'est le rêve accompli de l'Angleterre profonde. Il faut dire que cette romantique, un peu trop fleur bleue, perçoit très bien la crise de son temps. Elle s'engage à fond dans l'action caritative et participe aux travaux de 35 organisations. Ici, elle s'occupe des personnes âgées, des quartiers pauvres de Londres. Elle le fait naturellement, avec la même spontanéité qui lui vaut l'affection des enfants. Il y a quelque chose de profondément sincère dans son style. On lui parle sans retenue. D'une certaine façon, ses déboires amoureux l'ont rendue plus humaine, plus proche du malheur. Sans sa rencontre avec Charles, dit une de ses amies, elle serait devenue probablement une épouse très BCBG, une de ces insouciantes qui passent leur journée dans les grands magasins et leur nuit dans les dîners mondains. Sa personnalité s'affirme à mesure que son mariage s'effondre. Son travail l'occupe tout entière. La reine la surveille de loin, guettant un faux pas. Peine perdue, Diana sait parfaitement contenir ses élans dans les limites de l'étiquette. Diana la craintive, Diana la timide a grandi. Elle défie les tabous monarchiques pour combattre le sida. C'est une étape difficile,
Mais elle apprend à parler en public et son discours est clair, comme une arme nouvelle. Publicity about HIV seems to veer between sex and death horror stories, at one extreme to complacency at the other. It would be reassuring to believe that the virus only picked on those whose lifestyle we didn't approve of. People who, one could feel smugly, had only themselves to blame. Or that at least it would give us some kind of visible warning. But such comforting thoughts are not on the menu. The virus is now loose, and most of the time those it ensnares remain outwardly unaffected. HIV does not make people dangerous to know, so you can shake their hands and give them a hug. Heaven knows they need it. Des photos comme celle-ci font plus pour la campagne anti-sida que tous les discours des médecins. La presse ne la quitte pas. Et en Australie, elle aura besoin de tout son humour pour éviter que la moindre de ses attitudes donne lieu à des rumeurs. Son amie Jane Fincher raconte. Diana devait leur remettre des trophées. Elle était très gênée et gardait les yeux baissés, tout en riant. Elle voulait éviter d'être photographiée en train de regarder un bel homme bronzé. C'était vraiment très drôle. L'agressivité de la presse pèse de plus en plus lourd sur la balance fragile du mariage. Des centaines de téléobjectifs se concentrent sur la moindre cérémonie. On n'évoque pas encore la séparation ou le divorce. Ces mots restent impensables. Mais la menace est là. Elle persiste derrière l'apparat et les médias traquent en gros plan les émotions du couple et les baisers manqués. Diana souffre en secret et revit chaque nuit le cauchemar de son enfance. Elle consulte des psychiatres, des masseurs et des astrologues. Mais son meilleur remède reste l'accueil des foules. Au dehors, rien ne peut entamer son humour. Un simple coup de vent suffit à lui rendre la vie. Molto felici di essere qui. Le plus surprenant, c'est que son rire est vrai. Si vrai qu'elle désarme toutes les surprises et toutes les attaques. Difficile de la prendre en défaut. Rien ne l'étonne plus. Certes, il peut y avoir des moments pénibles, de grande fatigue dans cette cavalcade perpétuelle, mais elle aime son métier. Sans doute y perçoit-elle une sorte d'absurdité qui l'amuse toujours. Face aux uniformes et à tout ce qui incarne l'autorité, elle montre une attitude ironique. C'est sa façon à elle d'exister, de se battre contre le système. Bientôt, pourtant, l'humour ne lui suffira plus. Elle affiche nettement sa volonté de quitter sa prison et fait savoir qu'elle ne jouera plus très longtemps les épouses idéales. Le comte Spencer meurt subitement en avril 92. Diana est au sport d'hiver. Elle aimait ce père divorcé qui l'avait conduite du berceau à l'hôtel. Elle ne se pardonnera pas d'avoir quitté son chevet et de plus, c'est séparément que Diana et Charles se rendent aux obsèques. C'est un signe qu'on ne peut ignorer. La presse vole ses pleurs à Diana et fait du deuil familial l'épisode le plus triste de son pauvre roman. À Buckingham, la reine comprend qu'il faut mettre un terme aux rumeurs, mais comment ? La presse est libre et cette souveraine parfaite n'a pas appris à gouverner les cœurs. Diana se moque des orages monarchiques. Elle est dans sa forteresse de larmes. Elle dédie à son père ces mots qui résument tout. « Tu me manques terriblement, papa, mais je t'aime à jamais. »
Je crois qu'il faut s'arrêter un instant sur le rôle très important que joue la presse britannique dans cette affaire. La presse mondiale, certes, mais d'abord la presse britannique. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de journaux en Grande-Bretagne. Il y a les journaux sérieux, le Times, l'Independent, et puis il y a ce qu'on appelle la presse tabloïde, petit format, qu'autrefois on appelait la presse jaune, parce qu'elle était imprimée sur du papier jaune, le yellow journalism. Et cette presse se nourrit à tous les sens du terme, des histoires de cœur, des gens célèbres, et essentiellement évidemment de la monarchie, de la famille royale. Elle a suivi Margaret dans toutes ses aventures, et puis Anne, et puis Philippe, et puis Charles, et maintenant Lady Di. Et cette presse devient littéralement à la fois un objet de manipulation, car Lady Di le sait, s'en sert, mais en même temps un objet de destruction. Il faut savoir que ce genre de presse vous adore pendant X temps, mais à un moment donné, vous hait et vous déteste et peut se retourner contre vous. De toutes les façons, sa motivation, c'est l'argent. Plus il y a de papier imprimé sur Lady Di, plus on en vend, mieux ça vaut. Plus les photos commencent à être un peu scandaleuses, plus on dénude sa poitrine sur une plage des Bahamas, et plus la photo est prise au téléobjectif, et mieux ça vaut. Il faut savoir que c'est infiniment incomparable avec la petite presse qui commence à vaguement exister du même style en France. C'est la même chose en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, c'est une dérive de notre époque. Il n'y a pratiquement plus de vie privée, d'autant plus qu'on ne sait jamais très bien si les acteurs de cette vie dite privée ne se servent pas eux aussi des photographes ou des journalistes pour une confession qui permet de lancer un message au mari qui vous trompe ou que vous trompez. Tout cela est très important et ressemble de très près au roman à l'eau de rose dont Lady Di, autrefois la jeune Diana, se nourrissait elle aussi, signé d'ailleurs par une de ses parentes, Barbara Cartland, une femme qui dicte ses livres, elle ne les écrit même pas, et ses livres au fond c'est le délit des Français d'autrefois, c'est-à-dire ça commence toujours très bien, ça continue toujours très mal, mais ça finit toujours très bien. Ça finit très bien dans les livres, ça s'appelle une happy end, une fin heureuse. Dans le cas qui nous occupe, nous ne sommes pas dans un livre, nous sommes dans la vie, et le deuxième personnage, après la presse, le plus important, c'est la reine-mère elle-même, la reine Élisabeth. Elle joue un rôle capital dans ce drame, qui désormais est exposé, grâce à la presse, aux yeux du monde entier. Les années passent et les enfants grandissent. Diana emmène William et Harry à la première du film Hook. Ses deux fils sont les gardiens de sa solitude. Elle s'en sépare rarement. Elle les aime, bien sûr, mais leur présence assure aussi sa légitimité. Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, elle sera toujours la mère des héritiers du trône. Cependant, aux yeux du monde entier, elle apparaît de plus en plus seule. Elle interroge tous les sphinx d'Égypte sur les mystères de son avenir. Les pierres restent muettes, mais les peuples comprennent. Ils s'attendrissent sur la belle isolée et sa douceur inquiète. Ils la réclament. Ils la veulent et la reine le sait. Elle laisse Diana incarner la couronne sur les traces des pharaons. Jamais la perfide Albion n'aura meilleure ambassadrice. Charles a préféré faire de l'aquarelle en Turquie. Il n'y sera pas dérangé. On lui en veut de délaisser une épouse qui fait rêver le monde entier. À Londres, la reine souhaiterait réunir le couple, mais ils refusent de se montrer ensemble. Charles est à Balmoral, Diana avec ses enfants. Cette fois, il n'y a plus d'excuses, il faut une explication. La presse lance ses limiers sur l'envers du décor. Ils en rapportent des titres terribles. Le palais pris de court déclare qu'on se trompe et que tout est normal. Il sera démenti quelques semaines plus tard. Ce jour-là, Diana visite un centre de cancéreux. Know what you do. You reflect so very sincerely the philosophy of tender, loving care, which is and always will be the hallmark of this hospice. Diana retient ses larmes, mais ses éloges du cœur, cet amour qu'on lui rend, ces mots simples et vrais la bouleversent. Tant de bravoure après tant de critiques, c'est trop. Elle n'a pas la force de dissimuler ses larmes.
Diana se reprend très vite. Elle fait face à la foule et distribue des sourires. Elle se réfugie dans sa voiture. Trop tard, elle a trahi la loi du flegme britannique, premier devoir de la monarchie. À Buckingham, la reine décide d'agir. D'abord, il faut soutenir Diana et la montrer au peuple en grand apparat. La couronne ne peut rejeter une princesse aussi populaire. Ensuite, on verra. Cette stratégie va échouer. En juin 92, la parution du livre d'Andrew Morton, La vraie vie de Diana, bouleverse l'Angleterre. C'est un plaidoyer pour Diana et une critique féroce de Charles. On y lit que le prince charmant n'est qu'un mari égoïste et un père distant. L'auteur blâme les rigueurs de l'éducation royale et révèle la fragilité de Diana due au désordre de sa famille, son enfance malheureuse, ses crises de boulimie et ses tentatives de suicide. Sa réussite inespérée apparaît comme un exploit formidable, digne d'une tragédie shakespearienne. La reine et le duc d'Édimbourg sont mariés depuis 47 ans. Élisabeth II connaît la solitude du pouvoir, mais aujourd'hui, elle se sent particulièrement isolée et la presse ne va pas lui faciliter les choses. Pour commencer, les quotidiens publient un entretien téléphonique de Diana avec un correspondant mystérieux. Le dialogue est plus qu'affectueux. On apprend bientôt que l'homme est John Gilbey, le fils d'un fabricant de gin. La conversation aurait eu lieu en 89 pendant un Noël à Sandringham. C'est un radioamateur qui l'a surprise et enregistrée. Quelques semaines plus tard, les médias se braquent sur Charles et Camilla Parker Bowles. Autre enregistrement, très chaud celui-là. Troisième coup, la meilleure amie de Diana, Sarah Ferguson, est surprise les seins nus par un paparazzi à Saint-Tropez. La reine expédie les époux terribles en Corée. C'est la fuite devant le scandale, le refuge dans les obligations. Mais ni le faste de la réception officielle, ni les bravos des enfants ne rapprochent le couple. La farce est terminée. Le chagrin de Diana apparaît au grand jour. Les impératifs de la couronne passent avant les sursauts du cœur. Le couple princier fait son devoir, comme un couple bien dressé dans un cirque désert. Ils ont des passages à vide et des discours mécaniques. Ce sera leur dernier voyage officiel. Diana sait que tout est fini et que le champagne ne pétillera plus comme avant. Diana est obsédée par son enfance et le divorce de ses parents. Mais l'histoire se répète et elle tremble pour ses fils, pourvu qu'ils ne soient pas de nouvelles victimes. Elle les couvre de caresses, de baisers et d'amour. Elle l'explique en public et livre un combat d'arrière-garde pour les valeurs familiales. Hugging has no harmful side effects. If we all play our part in making our children feel valued, the result will be tremendous. There are potential huggers in every household. La reine tente de la marginaliser et lui retire peu à peu ses fonctions officielles. Peine perdue, où qu'elle aille, Diana reçoit des témoignages d'affection. Les images de sa solitude aux Indes vont émouvoir le monde. On la voit délaissée devant le Taj Mahal. A-t-elle perdu l'espoir? 12 ans plus tôt, Charles avait promis de revenir ici même avec elle. Il a préféré un voyage d'affaires. Tout est dit. Les heures et les rêves s'effacent. Le rideau tombe sur les amours mortes. Il n'y aura pas d'éternel retour. Un journaliste britannique, un journaliste d'un journal sérieux, me disait récemment, si vous ne voulez pas comprendre que toute cette histoire était un mensonge dès le départ, un mariage préarrangé et que tout le monde était prêt à vivre ce mensonge, sauf la principale intéressée, alors vous ne comprenez pas le drame de Diana. Et il est vrai qu'elle a essayé d'arranger le mensonge.
Il est vrai que, comme elle dit par cette phrase très cruelle et très belle, « J'arrive parfois, dans mon plus grand malheur, à feindre le bonheur le plus sidérant », c'est une phrase que toute femme frustrée dans un couple a prononcée et essayé de vivre, mais jusqu'à quel moment? Il est vrai donc que Diana n'est plus du tout la petite jeune fille rêveuse qui se disait entre le destin d'une danseuse ou celle d'une princesse, je choisis celle d'une princesse. Elle s'est émancipée, elle est durcie. N'oublions pas qu'elle n'a pas une enfance simple, qu'elle a vu son père battre sa mère, son père qui trompait sa mère incessamment, qu'elle a été élevée par des nurses qui elles-mêmes l'ont battue, et qu'elle a connu et qu'elle a été témoin d'un certain nombre de divorces, de drames, comme il en arrive dans toute vie d'adulte. Le rêve est terminé, le mensonge est terminé, mais son roman continue. Le monde et l'Angleterre sont en crise. Élisabeth II conjure Diana d'éviter une séparation qui fragiliserait la couronne. En décembre, Charles et Diana participent à une soirée de gala en plein cœur de Londres. On les retrouve aussi aimables, aussi gais qu'autrefois. La reine croit avoir gagné la partie. Elle se trompe. Personne ne le sait encore. Mais leur séparation est irrévocable. On ne les verra plus jamais en public. Le couple idéal des années 80 est mort en 90. Le 9 décembre, le Premier ministre John Major s'adresse aux communes. Le palais de Buckingham annonce avec regret que le prince et la princesse de Galles ont décidé de se séparer. Leurs Altesses ne projettent pas de divorcer et ils continueront à participer activement tous deux à l'éducation de leurs enfants. Diana profite de sa liberté sans renoncer à son rôle d'ambassadrice. La reine l'envoie au Népal. Maintenant qu'elle agit sans contrainte, elle commence à trouver les voyages amusants. 5 jeunes filles interprètent pour elle la déesse Kumari, protectrice suprême du peuple népalais. Elle souhaite que cette divinité la soutienne dans ses futures épreuves. En a-t-elle vraiment besoin? Son rayonnement est intact et son charisme au plus haut. Mais elle cherche autre chose. Cette femme si belle, si près des modes et des apparences, reste une inquiète. Il lui faut une cause, une vraie mission qui lui donne l'impression d'exister. Ce sera la Croix-Rouge. Elle s'engage dans ses rangs et met à son service toutes les perles de sa couronne. En Angleterre, elle limite ses apparitions pour ne pas heurter la famille royale à des événements comme le tournoi des 5 nations. L'entourage de Charles se montre moins sportif. Les partisans du prince accusent Diana d'extravagance et prétendent qu'elle dépense des fortunes. Ceux de Diana reprochent à Charles de rouler en Jaguar et d'avoir de trop grandes oreilles. En public, la reine soutient sa belle-fille. En privé, c'est moins net. Depuis sa séparation d'avec Charles, on ne l'invite que pour les événements incontournables et jamais en présence de son mari. Une année passe. Diana cherche son équilibre. Elle a pris un amant qui s'appelle George Hewitt. Il va la trahir en publiant le récit de leur liaison. Cela, elle ne le supporte pas. La presse l'a beaucoup aidée autrefois, mais maintenant c'est l'enfer. 12 ans de pression, ça suffit. En décembre 93, elle fait une déclaration dramatique. But I was not aware of how overwhelming that attention would become, nor the extent to which it would affect both my public duties and my personal life in a manner that's been hard to bear. At the end of this year, when I've completed my diary of official engagements, I will be reducing the extent of the public life I've led so far. Elle se consacre d'abord à ses enfants.
Elle redoute pour eux le poids des obsessions désuètes d'une monarchie démodée. Pas question d'imposer à ses fils l'austère éducation de Charles. 6 mois plus tard, elle sort de sa semi-retraite pour l'anniversaire du débarquement. Ce n'est pas par hasard. Elle tient à son titre de princesse de Galles. Certes, on ne lui retire pas et elle garde sa place à la cour puisqu'elle est la mère de l'héritier du trône. Mais on ne sait jamais. Face à la monarchie, elle n'a pas d'autre allié que l'amour du peuple. Il faut qu'elle se montre et qu'on ne l'oublie pas. À Portsmouth, elle prend un bain de foule. Des milliers de personnes l'applaudissent et même les marins de la Royal Navy. La reine qui préside la cérémonie reçoit le message 5 sur 5. Elle demande à Diana ce qu'elle pense du divorce. « Rien ne presse », répond la princesse. Et c'est vrai qu'elle a encore un peu envie de jouer dans la cour des grands. Au temps du mariage, Charles et Diana préparaient William à son métier de prince. Le petit garçon s'épanouissait. Son père, souvent absent, ne pesait pas sur ses études et sa mère protégeait sa jeunesse. Il résistait très bien à l'assaut des médias et des exigences royales. Plus tard, Diana comprit que la personnalité de Charles risquait d'entraver l'essor naturel de son fils. Son mari était un homme du passé, William appartenait au futur. Aujourd'hui, la mère et le fils sont les compagnons de tous les devoirs. William fait son apprentissage sérieusement, mais sans accorder aux obligations d'autrefois plus d'importance qu'elles n'en ont. Il sait déjà qu'il faut exister avant de paraître et que les mains tendues appellent de vrais élans du cœur. Il veut être un homme parmi d'autres, un prince à l'écoute du temps. C'est ce que la Grande-Bretagne attend de lui, qu'il soit libéré du passé, qu'il tourne une page du grand livre et qu'il écrive avec courage l'histoire d'un roi de l'an 2000. En 94, Charles le rêveur, Charles le puritain avoue ses fautes et son adultère. Sa confession lui rend l'affection des foules. Diana a pardonné depuis longtemps. Les diadèmes et les parades ne l'intéressent plus, ni les chapeaux, ni les honneurs. Elle est au seuil d'une autre vie et les caresses de l'océan ont balayé ses illusions perdues. Nous nous sommes posé plusieurs questions sur Lady Di au début de cette histoire, et elle demeure. 95 arrive, elle peut divorcer, Charles peut divorcer. Que va-t-elle devenir? Que vont devenir ses enfants? Que va-t-il se passer? Vous me direz qu'il y a quelques dérisions dans un monde envahi par l'injustice, le malheur, la pauvreté, l'exclusion, les guerres, à imprimer autant de papier, autant de photographies et à passer 1 heure de télévision à s'occuper d'une princesse dont la vie n'a pas été à la hauteur de son rêve. Certes, c'est vrai, je suis d'accord. Seulement, en même temps, il faut voir qu'il s'agit de la Grande-Bretagne. Grande démocratie, pays voisin, histoire importante, rôle encore capital dans la vie du monde. Et en Grande-Bretagne, la monarchie a toujours été le ciment de l'unité de ce pays. Or, c'est ce ciment qui menace d'être craquelé, d'être pulvérisé par la simple affaire d'amour ou de non-amour de cette jeune femme. Deuxièmement, il s'agit aussi du combat en cette fin de siècle entre la modernité et l'autrefois, entre les traditions, le silence, les mensonges, et puis la vérité. La vérité d'une femme qui ne supporte plus de vivre dans l'équivoque, mais qui demeure aussi, c'est la troisième raison qui peut nous intéresser sur ce cas, une mère. Il y a le petit William, et le petit William est en passe de devenir un jour roi d'Angleterre. Et elle veut l'élever autrement que la façon dont Charles a été élevé. Enfin, c'est justement parce que nous sommes dans une époque traversée par les malheurs, par les crises, par les tragédies, qu'on peut avoir quelque indulgence et quelque bienveillance à passer du temps à se pencher sur le destin d'une jeune femme pas comme les autres.